Bonjour à tous, ici Ludovic, je suis toujours avec Florent. Salut. Et on va parler donc ce mois-ci, dans cette vidéo, des films sortis en juillet 2021. Et un mois de juillet qui était exceptionnel, oui. Parce que là, il y a des films qui entrent dans ma catégorie chef-d'œuvre, et il y a même des mentions honorables que je considère comme étant excellentes. Oui. Donc c'est quand même, je crois que c'est un des mois les plus fournis en termes de qualité. Ouais, enfin, il y a Cannes qui est arrivé. C'est un des plus intéressants pour l'instant, moi je trouve. Alors, tu vas commencer avec un ex-aequo, il paraît ? Oui, alors je vais commencer avec un ex-aequo, et le premier film dont je vais parler, c'est Old, de M. Night Shyamalan. Ouais. Donc c'est le dernier film donc, de M. Night Shyamalan. Alors c'est un réalisateur très connu qui a fait notamment Split, dans les Split Incassables, Sixième Sens par exemple, dans les plus connus on va dire. Donc là ici, il va nous revenir encore une fois, comme c'est du Night Shyamalan, avec du concept. Donc il aime bien faire des concepts. Et là c'est des gens qui arrivent en vacances, ils sont tombés par hasard sur une agence de voyage qui leur a conseillé une île, et ils vont dans cette île. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est une île ou si c'est un pays, bon, en tout cas, ils vont dans un endroit, et dans cet endroit, l'hôtel, on leur sert des cocktails personnalisés, enfin, super hôtel. Et le directeur de l'hôtel vient les voir et dit, il va voir une famille, et puis il dit, écoutez, je vous trouve bien sympathique, je donne des petits conseils aux gens que j'aime bien, bon, je donne pas ces conseils à tout le monde, mais vous m'êtes bien sympathique, je vous propose cette plage-là qui est magnifique. C'est une plage avec un décor géologique extrêmement différent de nulle part sur Terre, c'est vraiment unique, c'est incroyable, voilà. Je vous mets un petit bus si vous voulez y aller. Ah, la famille, bah ouais, écoutez, les privilégiés, ils se sentent bien, donc ouais, bah on y va. Donc ils y vont et ils se retrouvent dans dans un petit bus, voilà, dirigé par M. Night Shyamalan lui-même, qui contient donc 5 personnes. Oui, il y a d'autres. Ouais, il y a 2 autres personnes, il y a deux groupes. Il y a un troisième groupe à rejoindre les gens sur cette fameuse plage. Et quand ils arrivent sur cette plage, il y a déjà un mec qui est là, qui saigne du nez, et puis on ne sait pas vraiment, il est très mystérieux. Et il va y avoir des événements très étranges sur cette plage. Les personnages vont pas comprendre tout de suite ce qui leur arrive. J'en dis pas plus parce qu'après on nous reproche d'en dire, mais si vous voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas la bande-annonce parce qu'on comprend quand même ce qui se passe dans la bande-annonce. Ce qui va être intéressant, ça va être le développement, la mise en scène, parce qu'il y a vraiment des plans qui sont extrêmement bien travaillés, qui sont assez intéressants. Et c'est pour ça que je l'ai mis là aussi, parce que vraiment il y a un travail sur l'image. Que je trouve très intéressant. Sur les plans, on va avoir des plans désaxés pour nous mettre mal à l'aise, il va y avoir vraiment des jeux ou des transitions entre certains moments. La caméra elle panote pour revenir sur un événement qui va se passer techniquement plus tard. C'est ça, il va y avoir des genres de travelling, plan séquence, on va tourner autour des personnages, revenir, enfin faire des retours, et ça c'est assez bien foutu. Et voilà, alors il y en a plein qui ont été déçus par la fin. Oui, tout à fait, c'est un film où les gens ont dit « Oh, c'est dommage, la fin elle est en carton, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Moi j'ai trouvé que l'idée était pas mauvaise. C'est peut-être un peu maladroit comme c'est amené, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée et je m'attendais pas à autre chose. En fait, je me suis dit, l'idéal en fait, ce serait limite de pas expliquer en fait ce qui se passe, d'arriver à une conclusion un peu glauque et puis d'arriver sur ce suspense de on comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Mais la fin, moi, me convient et c'est pour ça que je le mets en 5e position. C'est apparemment une adaptation de BD. Alors je sais pas si la BD finit pareil, si les gens considèrent que c'est une bonne adaptation, ça, je sais pas. Je connais pas la BD donc je pourrais pas dire non plus. Et puis mon égalité, c'est un film donc, que tu as mis aussi en top 5. J'ai mis mon numéro 5. C'est Désigné coupable de Kevin MacDonald, donc, qui était principalement connu pour des documentaires. Il avait fait un documentaire sur Bob Marley, sur Whitney Houston, et c'est lui qui avait réalisé Le Dernier Roi d'Écosse. Ah oui, excellent. Un excellent film avec ce dictateur d'Ouganda. Et du coup en acteur on a Tara Rahim, donc, qui était connu pour Un autre film carcéral, Un prophète. Et Jodie Foster, qui était aussi connue pour un autre film carcéral où elle se retrouvait du bon côté des barreaux, c'était Le Silence des agneaux, évidemment. Bon, elle a fait plein d'autres choses de ce côté-là. Et du coup, en fait, là, l'histoire, c'est une injustice totale. Donc, c'est un gars qui est donc désigné coupable, qui est cherché dans son pays et qui est amené à Guantanamo au lendemain du 11 septembre parce que
c'était une période un petit peu trouble. Et on cherchait un peu les gens qui étaient commanditaires d'attentats ou les gens qui avaient un lien même un peu obscur avec Monsieur Ben Laden. Donc là, on a un gars qui dit tout le long j'ai rien fait, mais en même temps qui va pas se battre physiquement, il va plutôt essayer de trouver une voie judiciaire avec du coup Jodie Foster qui va arriver en avocate des droits de l'homme et qui va faire son combat pour essayer de le faire sortir de là. Et on a ainsi un autre personnage donc, qui est joué par Benedict Cumberbatch qui lui va être du côté de l'armée et on va lui dire essaye de faire le procès contre lui, mets-toi en accusation contre lui et ce qu'on va exiger, je crois que c'est la peine de mort. Ouais, la peine capitale, ils disent, donc on sous-entend que c'est la peine de mort. Donc c'est un film judiciaire qui va monter les deux camps, et on va avoir une évolution de personnage qui est très intéressante, avec des remises en question qui sont vraiment fortes. Ce que j'ai aimé, c'est le choix du cadre, parce qu'on a un cadre qui est carré, j'en parlais pour le film Nightingale, donc qui enferme le personnage dans cette prison avec donc ce cadre qui est resserré en format carré, et nous-mêmes on a ce sentiment d'étouffement qui est vraiment intéressant. La narration, elle est aussi intéressante parce que on va avoir tout un passage où l'avocate va arriver et ensuite des flashbacks qui vont expliquer son arrivée jusqu'à cette avocate. Donc on va voir certains sévices ou certaines intimidations. Et tout ce développement va se passer sur des années et des années. 14 ans au total. C'est assez fort, donc tout est vrai. Vu que Kevin MacDonald utilise son matériau de documentariste, on a quelque chose de très fouillé et en même temps qui reste divertissant. Je sais pas si t'as des choses à ajouter. T'as assez fait le tour. En fait, les acteurs sont en plus, donc je vais rajouter simplement que les acteurs sont très bons, que les personnages sont assez intéressants, le développement donc des différents personnages, et sans la révéler, la fin, il y a un plan, le dernier plan, il est extrêmement marquant, parce qu'en fait on va avoir donc un événement qui va être coupé en plein milieu, et ce petit événement coupé en plein milieu en fait suivi d'un texte qui va expliquer qu'en fait on pense que le film se termine mais qu'en réalité il y a 7 ans en fait qui sont pas montrés à l'écran parce qu'il y avait encore eu 7 ans de combat derrière pour finir ce truc, et c'est assez intéressant. Donc moi j'ai adoré vraiment cette coupure violente et tout l'univers. En fait ça rend la scène marquante. Quand tu sors du film tu fais... Ouais, c'est ça, il y a un effet de souffle coupé à la fin de la scène, et puis c'est vrai, c'est assez impressionnant. Et donc je veux pas rien rajouter, mais c'est un très bon film que je conseille. On passe au numéro 4, et moi mon top 4, c'est un choix de cœur, entre autres, c'est Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier. Bah oui, parce que t'en avais pas parlé avec les geeks, et je me suis dit, peut-être qu'ils se réservent pour notre vidéo. Voilà. Ça c'est beau. J'ai eu très peur de le sortir parce qu'il y a eu de très bons films, et en fait j'ai fait le choix de ne pas parler d'un autre film dont Florent parlera plus tard. Et du coup moi je voulais parler de Kaamelott parce que en fait je trouve que c'est un très très bon film si on connaît bien la série. Et c'est un bon film si on ne connaît pas la série, puisque la série a évidemment un apport essentiel à la compréhension, on va dire, de la plupart des blagues en fait. Autant le scénario il est assez compréhensible, bien qu'il y a certains événements qui, si on ne voit que le film, vont paraître un peu rapides. Il y a un événement après avec une tour, etc. Je ne vais pas spoiler, mais cet événement il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe si on a vu que le film, je pense. Donc en fait on a, donc pour résumer le film, le roi Arthur en fait n'est plus roi, il a quitté le trône, il a fui le royaume de l'ogre. En fait le royaume de l'ogre c'est la Grande-Bretagne actuelle avec même l'Aquitaine actuelle à peu près, enfin même un peu plus grand, c'est un gros merdier. Donc le royaume de l'ogre est dirigé donc par Lancelot du Lac, qui va avoir un règne tyrannique, qui va hyper taxer les pauvres, qui va avoir une vision très noire en fait du gouvernement de l'ogre, et qui va chasser absolument tous les chevaliers, anciens chevaliers de la table ronde.
Donc on voit qu'au début il va s'associer avec les Saxons et il va avoir du mal à capturer tous ces chevaliers. Et évidemment il y a un chasseur de tête qui va trouver Arthur, Pendragon, et qui va du coup le ramener dans le royaume de l'ogre, contre sa volonté, puisqu'il ne veut pas retourner, il ne veut pas reprendre le trône. Et eh bien, à ce moment-là, les chevaliers de la table ronde vont un petit peu se révéler, et c'est là que Lancelot va en profiter pour capturer tous les chevaliers. Et à partir de là, je ne vais pas raconter ce qui se passe derrière, mais du coup, on a à peu près le speech de base du film. Et moi je trouve que c'est un film qui est beau visuellement, qui est un beau visuel, parce qu'en fait, Astier, on le voit qu'il va essayer de jouer un peu plus avec les codes du cinéma qu'il n'avait pas jusqu'à présent avec la série. Progressivement dans la série, on voit dans la saison 5, particulièrement la saison 5 et 6, qui sont des séries un peu plus noires, avec plus d'enjeux, plus de manières de construction, de dramaturgie qui vont être construites. Là, il va jouer vraiment avec tous les codes du cinéma. On voit qu'il a un peu plus de moyens, qu'il va vraiment s'éclater un peu plus avec tout ça. Les acteurs sont très bons. Alors j'ai peut-être un hic à poser sur le personnage de Lancelot que j'ai trouvé peut-être moins bon que dans la série. Peut-être est-ce que c'est dû aussi à son costume qui lui donne une démarche très particulière qui va vraiment peut-être contraindre son jeu. Je me suis même posé la question à un moment si l'acteur ne s'était pas fait un torticolis puis qu'ils avaient trouvé une solution pour le tournage, parce qu'il y a des fois des anecdotes de tournage comme ça qui sont assez aberrantes. Je sais pas si c'est ça ou si c'est une volonté, et peut-être que le costume n'a pas été pensé suffisamment pour le jeu. Mais visuellement, c'est assez intéressant. Les costumes, je trouve qu'il y a des références assez drôles, notamment avec les Saxons, où en fait il y a une référence aux costumes des gardes britanniques actuels, avec des grands chapeaux. Ici ils sont blancs au lieu d'être noirs actuellement. Mais je trouvais qu'il y avait des belles références. Les acteurs sont assez intéressants. Sting notamment qui m'a impressionné parce que je pensais vraiment pas qu'il jouerait si bien alors que c'est pas sa langue natale et il s'en sort très très bien. Voilà. Et donc c'est le film de cœur. Donc si vous êtes fan de Kaamelott, je pense que ça sert à rien que vous regardez cette vidéo parce que vous l'avez déjà vu. Et puis pour ceux qui sont pas fans de Kaamelott, je vous conseille de regarder ça. Et puis après éventuellement, si vous voulez juste comprendre l'histoire, regardez les saisons 3 à 6 de Kaamelott. Et puis les saisons 1 à 2 ne sont pas nécessaires à la compréhension, on va dire particulièrement du scénario et des blagues, même s'il y a évidemment des références aux saisons 1 et 2 au niveau des blagues dans le film. Alors mon numéro 4, moi j'ai mis Titane de Julia Ducournau, qui était connue pour avoir fait un film qui a fait grand bruit il y a quelques années, qui était Grave. Et là on la retrouve dans un nouveau film de genre, avec en personnages principaux Vincent Lindon, qu'on a connu récemment dans des films sociaux, genre En guerre, que je trouvais formidable, et Agathe Roussel, je crois que c'est un de ses premiers rôles. Et en personnage secondaire qui apparaît très peu, on a Garance Marié qui jouait dans Grave, donc apparemment c'est son actrice fétiche. Et là on a un vrai film de genre, donc ça fait plaisir d'avoir un film, ça c'est anecdotique, mais réalisé par une femme, c'est intéressant, qui gagne la Palme d'Or pour un film de genre français, donc c'est quand même, j'avais dit, on n'arrête pas de le dire, c'est l'année du genre français, le retour en grâce, et là on a encore un bel exemple. Et là en fait l'histoire, donc c'est un enfant qui énerve beaucoup son père quand il est en voiture, donc et là, patatras, l'accident, forcément quand tu filmes deux personnes dans une voiture sur un petit moment, tu te dis il va se passer un truc, et il se passe un truc dramatique. La fille a donc un énorme trauma crânien, et on est obligé de lui mettre une plaque en titane, donc au niveau de la tête, et on a une ellipse où on voit donc son côté droit qui a donc cette plaque en titane, une espèce de grosse cicatrice, et après on voit donc cette Agathe Roussel, donc adulte, qui a donc cette cicatrice. On arrive à reconnaître les personnages comme ça, et elle en fait elle fait du twerk ou du striptease, la danse sur des voitures. Et ce qui va se passer, c'est que elle va avoir un comportement très agressif dès qu'on en veut un petit peu à sa personne. Alors au début c'est genre elle a un comportement très agressif avec cette personne, mais il l'a un peu mérité. Voilà, c'est un gars très insistant, un fan d'elle qui est très, très insistant, elle qui va se défendre ou qui va en profiter pour tuer ce personnage, et il va s'en suivre du coup une cavale. Mais elle va commencer un peu à montrer son désir pour les femmes, et elle a un côté un peu garçon manqué,
Donc on voit le film qui traite un peu du côté transgenre. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, aller à un tiers du scénario, on va avoir une bascule, et en fait le film va complètement changer de style. Et là on va plus tourner autour de la quête du père, parce qu'elle avec son propre père, ça va pas du tout. Et on va dire qu'elle va chercher une figure paternelle chez quelqu'un qui cherchait justement son fils perdu. Et qui va retrouver en elle, comment dire, le fils qui cherchait depuis toujours. Et ça en a perdu beaucoup, parce que forcément on commence avec un film de genre qui veut s'orienter plus thriller, presque psychopathe, à quelque chose de beaucoup plus doux. Mais je trouvais que les deux styles s'alliaient bien, parce qu'on avait deux histoires, et elle va se retrouver du coup avec cette espèce de père de substitution qui est commandant dans une caserne. Donc il va y avoir tous ces jeunes en caserne qui vont se dire mais elle est bizarre cette fille, enfin c'est une fille, c'est un garçon, on sait pas trop, elle est mutique, est-ce qu'elle cache quelque chose, on sait pas trop comment la voir. Voilà, donc après je vais pas plus révéler au niveau de l'histoire, mais au niveau de la réelle c'est magnifique. Il y a tout un jeu de couleurs sur le bleu, le rose, voilà, le rapport forcément garçon-fille. Il y a des scènes de feu qui sont magnifiques, que je trouvais extrêmement bien réalisées, et je trouvais qu'il y avait une ambiance générale qui était très profonde. Donc toi tu me disais que tu l'avais pas porté à nu, mais que tu gardais quand même des images marquantes. Oui. C'est-à-dire que moi en fait j'en parlerai rapidement dans les citations de films autres que le top, mais moi j'ai trouvé en fait impactant ce film dans le sens où visuellement il est très impactant, le scénario est très atypique mais très intéressant. Il y a des scènes gore, il y a des scènes très violentes et qui sont très malaisantes, et il m'a pas rien fait ressentir, donc c'est pour ça que je ne peux pas le détester ce film, parce que il m'a bousculé, et en soi c'est ce qu'il veut et il a réussi ce qu'il voulait, donc en soi il a des qualités qu'on peut pas lui reprocher. Moi je ne le mets pas là parce que c'est pas mon genre, voilà. Et je sais très bien qu'en y allant je me doutais bien que c'était pas mon genre, et j'y suis vraiment presque allé à reculons parce que je suis pas allé voir Grave parce que ça me tentait pas ce genre là. Et j'ai dit bon allez, je vais quand même essayer, c'est la Palme d'Or, et voilà. Je savais que je n'adhérerais pas, mais je vais quand même trouver des qualités. Mais tu es pas comme cette femme qui dit qu'il faudrait interdire ce film parce qu'il est honteux. Non, carrément pas. Il y a d'autres films qu'il faudrait peut-être interdire. Oui. Mais pas celui-là. Oui. Alors ton numéro 3. Alors moi, mon numéro 3, une fois n'est pas coutume, Florent met souvent des documentaires, moi très rarement, je crois que c'est jamais même dans les... Si, j'en ai mis un. Donc c'est assez rare que je mette des documentaires dans les tops. Et là je vais mettre un documentaire qui s'appelle The Sparks Brothers, qui parle d'un groupe de pop, rock, funk, expérimental. Voilà. Et en fait c'est un groupe que j'ai découvert avec un autre film dont on parlera plus tard. Dont ils ont fait les musiques et le scénario, et en fait suite à ça j'ai vu que ils avaient fait un documentaire en lien avec ce groupe là, et qu'ils le diffusaient dans le même cinéma dans lequel il y avait le film, mais il n'y avait pas beaucoup de séances. Donc Florent me dit ah tiens il y a telle séance, ça te dit on y va. Je lui dis bah oui écoute on y va, et le documentaire est très intéressant. Alors il faut savoir qu'il a été fait par Edgar Wright, qui est donc notamment le réalisateur de la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et puis le dernier bar avant la fin du monde. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ici on a la vision d'un fan en fait. Edgar Wright, il est fan de ce groupe et ça se voit, ça se ressent. Et il va poser sa caméra, il va faire intervenir des gens, parler de ce groupe, et il va y voir en fait, il va passer album par album en fait sur la carrière de ce groupe, avec des interventions, des mecs qu'on produit à chaque album, des gens qui étaient des fans, tant des acteurs que des personnes en fait lambda. Il y a quand même du beau monde, il y a quand même, notamment des acteurs, il y a Mark Gatiss et puis Austin Powers et Mike Myers. Et puis d'autres noms du groupe, d'autres groupes très connus. Et en fait, ce groupe je le connaissais pas, et c'est très intéressant la carrière de ce groupe. Donc après, je sais pas si tu veux. J'en parlerai après plus en détail. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je trouve que c'est très intéressant cette
carrière, on va dire, en dents de scie presque. À chaque album, il y avait un petit pic de popularité, mais dans différents pays. En fait, les premiers, c'est plutôt en Angleterre, après il y a eu un coup un peu en France, un peu en Allemagne, un peu. Et c'est très étrange comme carrière. Ils ont inspiré d'autres groupes sans forcément qu'on le sache. Et en fait, ce groupe est resté un peu dans l'ombre, mais en ayant des petits pics de popularité. Et je trouve que le groupe est très intéressant, la manière dont ils écrivent, la manière dont ils créent leur univers, et même leur visuel, parce qu'en fait il va y avoir vraiment deux personnages, en fait c'est deux personnages avant même d'être des personnes, et je trouve ça très intéressant de voir leur développement et comment ils ont créé ces personnages en même temps que ce groupe. Voilà. Et donc du coup on passe à ton top. Mon 3. Alors mon 3, et ça m'a surpris autant que ça va peut-être vous surprendre, j'ai mis The Suicide Squad de James Gunn, qui avait fait le film Super, il y a quelques années, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui est connu principalement pour avoir fait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 chez Marvel. Là, c'est DC Comics qui ont dit « Hey, on te prend toi !» Parce que pour notre premier Suicide Squad, on a essayé de copier ton style Gardiens de la Galaxie, et ben en fait, on va prendre directement toi pour faire la suite. Alors il y en a qui disent oui, est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un reboot? Mais moi je me dis, si on a les mêmes persos que dans le 1 et qu'on leur trouve une conclusion, pour moi j'ai une suite. Voilà, pour moi il n'y a même pas de question à se poser. Donc en personnage, on en a beaucoup. Et il y a Idris Elba, qui a été connu pour Pacific Rim, pour un autre film où il y a un gros monstre qui apparaît à un moment dans le film. On a John Cena, qui est pas un très grand acteur, qui cette année jouait dans Fast 9, qui avait joué aussi dans d'autres films, mais j'en ai pas beaucoup de très très bons en tête. Et on retrouve Margot Robbie, qui était connue principalement dans ce chef-d'œuvre, qui est Harley Quinn et la fantabuleuse blablabla. Oui. Alors là, en fait, l'histoire, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une vraie Suicide Squad. On a des repris de justice, qui sont choisis, donc qui ont parfois des pouvoirs, parfois des aptitudes, qui sont choisis par le gouvernement en leur disant bon écoutez, on vous a mis une puce dans la tête et votre tête explose si vous faites pas exactement ce qu'on vous dit. Alors vous êtes partant ou pas? Ouais, allez. Et on envoie une équipe pour faire tomber une espèce de dictateur dans une île qui ressemble à Cuba, voilà, en disant voilà, votre mission c'est d'aller là, de faire cette mission. Et vous faites pas choper, vous faites ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film commence par une blague. c'est un peu comme dans on forme une équipe qui, en fait, ne va pas être là très très longtemps. Et du coup, dans cette équipe, on remet certains personnages qui apparaissent dans Suicide Squad 1 pour leur donner cette fameuse conclusion. Donc, je vais pas révéler ce qui se passe. Et donc après, on joue avec cette Suicide Squad 2, donc avec Idris Elba qui fait partie de ce casting. Et là, en fait, on tombe vraiment sur un film ultra fun, qui est très coloré, avec des personnages qui sont assez mémorables. Genre, je pense à Polka Dot Man, donc qui vont envoyer des pastilles de couleurs. Alors c'est très mignon. Et quand ces pastilles de couleurs touchent quoi que ce soit, ça explose. On va avoir des quiproquos sanglants qui sont ultra drôles. En fait, c'est pas un film où on va dire oh mon dieu c'est terrible ce qui leur est arrivé. On va plutôt se dire ah c'est con, ah il est mort, c'est horrible, c'est génial. Et ouais, moi franchement de tous les films du DCU que j'ai vus pour l'instant, c'est le meilleur. Peut-être à ex-aequo avec Aquaman. Bon, vous voyez que j'aime bien tout ce qui est très coloré, un peu kitsch. Le scénario est très con, très surprenant. Mais je trouve qu'il y va tellement à fond que c'est jouissif tout le long. Moi j'étais comme un gosse vraiment tout le long. Dans le premier, on a un personnage de crocodile humain. Là on trouve un personnage de requin humain qui est joué par Stallone. Voilà, donc Shark. qui est un petit peu benet. Hein c'est ça. Et oui, moi je trouve que c'est inventif tout le long. Je trouve que le scénario, pour tout ce qu'il veut de suite, ça m'a fait un peu penser à G.I. Joe Conspiration, dans l'idée de on prend des persos qui ne jouent pas très longtemps, mais ça prouve que c'est une suite. Si vous avez eu G.I. Joe 2 et que vous étiez surpris par le début, surtout le traitement réservé à Channing Tatum, vous serez peut-être dans des bonnes conditions. Voilà, je trouvais que le film était assez iconique dans ce qu'il arrive à créer, et j'ai très envie de voir une suite
de les revoir ces gens dans... Je sais qu'il va y avoir une série avec un des personnages, mais une suite au cinéma, moi ça me plairait beaucoup. Et du coup je l'ai vu, mais moi c'est celui que j'ai pas voulu mettre dans mon top. Parce que il y a quand même des défauts que je reproche. Alors c'est quoi tes raisons ? Au final, sans révéler vraiment, je trouve qu'il y a trop de similitudes entre la fin de ce film là avec la fin du premier Suicide Squad. Oui. Et il y a il y a 2-3 facilités scénaristiques que j'ai trouvé peut-être un petit peu embêtantes. Donc en fait il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu fait tiquer. Sur le moment, j'ai pas forcément tiété, c'est en y repensant, je me suis dit, mais là, c'est un peu bizarre quand même. Donc, je n'en parle pas parce que sinon, en fait, c'est un film à spoil, entre guillemets, parce qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent se faire spoiler. Avec la première scène, c'est une blague. C'était très évasif. C'est une grosse blague, c'est bien foutu et c'est assez surprenant. S'il y a un développement de personnage enfin, un personnage, c'est pas le développement, mais juste la présentation du personnage. Où moi au début, j'avais dans ma tête, c'était le même personnage que Will Smith dans le premier, et je me suis dit, en fait c'est le même personnage, simplement ils n'ont pas eu Will Smith, alors ils vont reprendre un autre personnage, on prend un autre personnage qui est très proche de celui-là, qui n'a pas les mêmes capacités, qui a les mêmes capacités, clairement, et qui du coup voilà, on dit on a une excuse pour reprendre Will Smith sans payer Will Smith. Et voilà. Après, je me dis, c'est vraiment du ressenti, c'est pour ça que je dis aussi, c'est vrai qu'il y a certaines facilités scénaristiques. Par exemple, il y a un personnage qui arrive à contrôler des rats, et comment dire, son pouvoir est tellement puissant que ça m'a fait un peu l'effet Retour du Roi, avec l'armée des morts qui arrive et qui règle le problème. Et là, je me suis dit, mais attends, si elle a un tel pouvoir, utilise ton pouvoir tout de suite, comme ça tu règles tout le problème tout de suite. Je me suis dit, oui, mais si tu fais ça, il n'y a pas de film. Ça fait partie des facilités, de genre de trucs, comme la fin du 1, avec ce personnage qui ne peut pas utiliser ses pouvoirs de feu, et puis qu'à la fin, et en fait c'est un dieu hyper puissant. Ça fait partie de ces soucis-là que je trouve là-dessus. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu les mêmes choses dans les comics ? Est-ce que dans les comics, si tu avais exactement ce film-là, la Suicide Squad, dans les comics, est-ce que tu te dirais, c'est peut-être un peu bizarre, ça va trop loin, il y a des facilités ? Peut-être, de plus en plus, je te dirais que oui, que je pardonnerai plus parce que maintenant je suis plus chiant sur les comics. D'accord, ok. Et maintenant je vais plus choisir de l'indé que de Marvel et DC commencent à vraiment m'énerver même en comics. D'accord. Donc je pense que c'est le côté un peu plus entre guillemets mature de j'en ai tellement lu que j'en ai marre. Donc peut-être un ras-le-bol aussi qui joue sur le fait que j'apprécie moins ce genre de trucs. Et ce qui fait que par exemple la vidéo c'est pour moi une dope complète aussi, mais voilà. Mais on en parlera plus tard dans l'année. Peut-être, voilà. Et moi je vais dire mon numéro 2. Attends, parce que moi en fait j'ai aussi un ex-aequo. Alors je vais parler d'un film que tu as parlé avant, parce qu'en 2 bis j'ai mis The Sparks Brothers de Edgar Wright, donc on a cité le film que tu as dit. Il a fait aussi Baby Driver, et dans Baby Driver, à un moment les personnages ont des masques de Austin Powers, incarné par Mike Myers. C'est vrai. Est-ce que cet intervenant est choisi au hasard ? Je ne sais pas. Alors moi ce que j'ai vraiment aimé c'est les intervenants. Donc avec en intervenant évidemment les 2 membres principaux des Sparks, Ron et Russell Mael, donc c'est 2 frères. On a Beck, donc chanteur multi-instrumentaliste que je connais, que j'adore, j'ai tous les albums. On a Flea des Red Hot Chili Peppers, qui est aussi connu pour un petit rôle dans Retour vers le futur 2 et 3. Petit gars qui arrive à poser ce truc. On a une intervention vocale de Björk. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce film c'est le meilleur film au monde, il y a Björk dedans, techniquement, voilà. On a aussi Alex Karpranos, donc des Franz Ferdinand. Alors au début je me suis dit, attends, Sparks, le leader des Franz Ferdinand ? Mais oui, mais ils ont fait une collab, ils ont fait un album ensemble. Mais au début ça n'avait pas tilté, je me suis dit, pourquoi lui ? Et puis après ça devenait évident. Et donc on a Mike Myers, on a plein d'acteurs qui sont assez connus, des membres de groupes genre Duran Duran. Donc là en fait l'histoire, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un documentaire qui est fait pour les amoureux de musique. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ce groupe, moi je l'ai connu un petit peu avec sa collab avec Franz Ferdinand, et comme tu dis principalement avec Annette,
pense que le documentaire tombe bien, vu la dernière partie qui parle un peu d'Annette, qui dit là on a fait un projet de film avec Léos Carax sur Annette, tout ça, sachant que j'ai vu des films de Léos Carax récemment, et il se trouve que quand t'as un personnage qui écoute la radio, il écoute du Sparks. Mais tout est lié. On se demande pourquoi ils ont choisi lui. Et oui, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 50 ans de carrière, 25 albums. Et ce que j'ai aimé, du coup, c'est cet amour, parce que on a vraiment chaque histoire qui se tourne autour de chaque album. Donc au début, on a à peu près 20 minutes qui parlent de leur enfance, pourquoi ils ont voulu faire de la musique, comment est-ce qu'ils sont allés avec leur maman voir les Beatles à Las Vegas. Donc on se dit, ah ouais, on comprend d'où ça vient. Et puis après, il y a vraiment cette envie de faire autre chose. Donc avec le chanteur qui a cette voix assez aiguë, et le musicien principal, donc son frère, qui va être au piano, au clavier, au synthé, avec l'évolution musicale qu'il va y avoir derrière, avec son style très particulier, qui ressemble légèrement à un dictateur des années 40. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est vraiment l'esprit rock, avec toute la grandiloquence qu'il peut y avoir. Il y a une petite pique à un moment qui est fait à Queen, que j'ai trouvé vraiment formidable. Et les deux, c'est donc deux musiciens américains, mais qui ont un humour très anglais. Et je trouve que même dans les interviews, il y a ce petit côté je réponds du tac au tac, et qui est vraiment plaisant. Et je pense que, à mon avis, c'est le meilleur film qu'on a vu ensemble au cinéma. C'est vraiment un film où j'ai passé un super moment, parce que j'étais impliqué, parce que je trouvais que cette histoire était folle. Et vu qu'on découvre un groupe, il y a encore plus ce côté épopée. La veille, j'avais vu une histoire, j'avais vu un documentaire sur les Beatles, qui reprenait leur carrière dans les années 60, mais je connaissais tout. Donc je me disais, oui, bon, c'est une mise en image de ce que je connais. Là, je découvrais quelque chose. Et même ces pochettes, donc à chaque fois, on a des intervenants qui viennent avec la pochette, qui disent, ah, c'est mon album préféré, c'est génial, regardez cette pochette, il y a une histoire derrière, ça retranscrit une époque. On va avoir même eux qui vont intervenir pour expliquer dans quel état d'esprit ils étaient. Et c'est vraiment, pour moi, ça, c'est la description d'un feel-good movie. Et en termes de documentaire, on quitte la géographie pour venir vers quelque chose de très visuel. Donc Edgar Wright, même des fois, il y a des scènes qui sont parlées, et dessus, il met des petits films d'animation. Ou alors, par exemple, ils vont dire, au début, on leur a beaucoup claqué la porte, alors il va simplement prendre 3 scènes de claquage de porte dans des films. Donc ça amène du rythme, un peu de peps, un peu d'énergie, et c'est très plaisant. J'ai vraiment adoré tout. Avec ces espèces de marathons, genre on a fait 21 albums, on va les jouer un jour. Chaque soir, on va jouer un album complet. C'est incroyable d'avoir fait ça. Et alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je trouve très intéressant aussi d'avoir découvert ce groupe par ce documentaire, parce que comme en fait il y a des sous-titres, on a les paroles, et ils expliquent pourquoi ils ont mis des fois telle parole, tel truc, et il y a des fois des blagues en fait que j'aurais pas forcément tilté en écoutant l'album comme ça, en le découvrant à la radio, ou voilà. Et du coup c'est assez drôle parce qu'on a leur ressenti, leur blague, de dire voilà, ça c'est du 8 degré et tout, et je trouve ça très intéressant. Oui, c'est assez fort. Et parce que j'aimais aussi, c'est l'influence qu'ils ont pu avoir dans la musique, parce qu'ils sont restés un peu des outsiders toute leur carrière. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh, c'est génial ce qu'ils ont fait eux, on va un petit peu copier ce qu'ils ont fait. Et il y a Duran Duran qui se disent eux-mêmes on a été très influencés par ce groupe. Donc là il y a Duran Duran qui intervient par exemple. Mais c'est très fourni, et on voit tout l'amour de Edgar Wright pour ce groupe. Et ton numéro 2, c'est Annette de Léos Carax. C'est moi aussi Annette. Donc Léos Carax, que j'avais vu un film récemment de lui qui s'appelle Holy Motor, tout le monde considère comme étant formidable, sur le métier d'acteur, etc. Il avait fait aussi Les Amants du Pont Neuf, que j'ai pas encore vu, pareil aussi que c'est formidable. Et là, en acteur, on a Adam Driver, qui était connu récemment pour Marriage Story, et puis dans les Star Wars. Et Marion Cotillard, qui avait déjà donné de la voix dans la bombe. Voilà. Alors, l'histoire. Alors l'histoire, c'est en gros un couple qui est composé donc d'Adam Driver, donc qui joue un humoriste. Mais en fait, ce genre d'humoriste très noir, style américain, vraiment l'humour très cynique. Et en fait, il sort avec son strict opposé, une cantatrice jouée par Marion Cotillard, qui elle est, on va dire, une image très pure, une voix très claire, etc. Et qui elle est une très grande cantatrice extrêmement connue. Les deux sont très connus dans leur domaine, ils ont une renommée, et du coup ils vont sortir ensemble, avoir
une relation de couple, et ils vont attendre un enfant. Et cet enfant, en fait, va naître. Et la particularité dans le film, c'est que cet enfant n'est pas joué par un être humain, mais par une marionnette. Voilà. Et on ne va pas comprendre tout de suite pourquoi cette marionnette. Et beaucoup étaient surpris, hein. Oui, c'est ce truc. Et surtout qu'en plus la marionnette est assez glauque en fait, assez morbide, puisqu'elle fait un côté un peu désaxé, un peu pas humain, donc on le voit en fait, et ça a ce côté un peu perturbant. Oui, mais c'est une métaphore, c'est-à-dire à aucun moment t'as un personnage qui dit mais pourquoi votre enfant est en bois? Oui, c'est ça. c'est pas l'histoire de Pinocchio en version glauque. Et donc du coup voilà, il va y avoir ça, et sauf que la carrière de l'humoriste va un petit peu battre de l'aile, alors que la carrière de sa femme, elle est toujours foisonnante, et il va y avoir cette jalousie qui va naître. Un événement tragique va arriver, et cet enfant va être apparaître en fait comme particulière. Ouais, on va plus en révéler, mais voilà. En tout cas, ça c'est on va dire le concept du film. Et la particularité de ce film, c'est que c'est une comédie musicale écrite par Sparks. Par les Sparks, en fait, qui ont eu cette idée et qui se sont dit on a l'idée, on a les musiques, on a le scénar, on a tout ça. Ce qu'on veut, c'est un réal, et puis après, on choisira les acteurs. C'est ça. Donc c'est vraiment ça comme démarche. Et je trouve que ça, c'est bien mené pour faire une comédie musicale. Enfin là, plutôt un opéra rock, tragédie musicale. C'est peut-être la meilleure façon de faire. Parce que là, on a un projet qui est tenu de bout en bout. Des musiques qui sont parfois un peu mièvres selon certains. Il y a peut-être 2-3 longueurs, on va dire, c'est ce qui fait que je ne vais pas donner la note ultime, mais c'est vrai que c'est le dernier tiers, on va dire, est tellement passionnant qu'en fait moi j'en oubliais les défauts, enfin les longueurs du début. Et la conclusion, la scène de fin, je ne dis rien, mais elle est juste incroyable, quoi. Donc voilà, franchement, accrochez-vous si vous regardez ce film pour voir la fin, parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment une tragédie en 3 actes, donc avec ce troisième personnage, donc, qui est joué par, comment il s'appelle déjà, Simon Helberg, qui était connu pour Big Bang Theory, qui a une magnifique scène, chef d'orchestre, et qui, comment dire, c'est vraiment une tragédie, parce qu'il y a certains destins où on se dit ça va mal finir. Tout le long du film, on se dit ça va mal finir. Et on a du coup tout ce rapport avec la notoriété et la célébrité, et surtout le besoin d'avoir de la reconnaissance et d'être accepté par le public. Quand on va voir cette déchéance de cet humoriste, par exemple, à un moment il va simplement prendre sa moto, je crois qu'il va aller à Las Vegas, et quand il va être sur cette route, il va donc rouler tout droit, et tu vois qu'il est perdu dans ses pensées, et on va avoir en surimpression tous les rôles que va incarner sa femme à l'opéra. Donc ça va succéder, comme si elle grandissait pendant que lui il se perdait dans la nuit. Et il y a beaucoup de scènes qui sont très métaphoriques, avec cette scène de bateau, la scène qui se passe après le bateau, ça fait vraiment comme un tableau. Et ça m'a vraiment marqué, parce qu'on se dit qu'il y a un désir du visuel qui est un peu grandiloquent, mais c'est assumé de bout en bout. Et on a des acteurs qui sont formidables. Il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes, qui était totalement mérité. C'est magnifique. Il faut minimum qu'il ait ça. Et voilà, franchement, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit c'est bon. J'ai vu un deuxième chef-d'œuvre cette année. Peut-être qu'on parlera d'un autre film en top 1, c'est pas. Après il y en a qui critiquaient en disant ça ressemble à Chucky, à Pinocchio, le personnage, mais il faut vraiment sortir de ça. Vraiment un côté métaphorique et beaucoup plus intéressant que. Il faut rester sur l'idée d'une métaphore. Et moi je dis, les musiques sont tellement bonnes que j'ai envie d'acheter l'album, les écouter, même à côté. Et ça m'a donné vraiment envie d'écouter ce groupe Sparks. Et sans ce film, je serais sûrement pas allé voir le film documentaire Sparks. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Bien joué. Et donc, comme d'habitude, avant de parler de notre numéro 1, oui, on a encore un numéro 1 commun, sachant qu'on a quand même beaucoup de goûts en commun. Oui. Voilà, donc il y a 5 conseils, recommandations qui ne sont pas dans ce top, mais qui sont quand même très bons films. On a Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, donc il part d'une histoire vraie qu'on a lue dans ce petit bouquin, écrit par Patrick Beau. Donc quand le film s'est lancé, on s'est dit attends, ça me dit quelque chose quand même, cette histoire de ces Japonais qui sont envoyés donc, pendant la Seconde Guerre mondiale
et quand on leur dit que la guerre est finie, eux ils font non. Non, on ne croit pas. Mon général il a dit non, il ne m'a pas répondu, alors pour moi c'est pas fini. Et du coup, on va voir cette espèce d'errance pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années. C'est extrêmement bien filmé, très très bien interprété. Voilà, il y a peut-être un petit peu de longueur, forcément le film dure plus de 2h30. Mais je trouvais qu'en termes de retranscription d'histoire vraie, on est comme dans le haut du panier. Comme je disais, on a donc dans cette histoire 20 inconnus au destin hors du commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant. Je me suis dit, si toutes les petites histoires qu'il y avait dans ce bouquin avaient un film qui était d'une telle qualité, mais je signe tout de suite. Je vais voir un film. Quoi. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Patrick Beau, Axolot, il y a aussi Nota Bene qui a fait une petite vidéo aussi sur cette anecdote sur Onoda. Parce que souvent dans les histoires vraies, on parle de figures très très connues ou d'événements que tout le monde connaît, et là on tombait dans l'anecdote, mais qui est passionnante. Alors je parlais aussi de la loi de Téhéran, donc qui parle de la drogue à Téhéran, et d'un flic qui va être un peu limite, qui va traquer un gros dealer. Et ce qui est intéressant, c'est que à peu près la moitié du film, on a toute la vision du dealer. Donc on commence à avoir une espèce d'investissement émotionnel avec lui. Et je trouvais que cette bascule était très bien faite. Et on comprend qu'il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir. Il y a une zone de gris, c'est très bien filmé. C'est vraiment un très bon film, Le Loi de Téhéran. J'ai vu Jungle Cruise cet après-midi. Il y a beaucoup de jungle là dans ce... Oui, c'est ça, mais même Jungle Cruise, je me suis dit, tu vois, il y a The Rock. Le gars, il avait fait Bienvenue dans la jungle. Il avait fait Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Et là, Jungle Cruise, le gars, c'est bon, la jungle, c'est pour lui, quoi. Et là, on a un bon film Disney d'aventure. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un vrai film d'aventure qui se dit, bon, allez, on va aller en Amazonie, dans un bateau, avec légendes, tout ça. C'est un peu comme si ils veulent se faire un nouveau Pirate des Caraïbes, et du coup, ils mettent tous les ingrédients qui ont fait le succès. Ça se voit un peu. Ouais, ça se voit un peu, mais c'est pas inintéressant. Je trouvais qu'il y a un petit peu de charme, même la relation frère-sœur, ça m'a rappelé un peu ce qu'il y a dans La Momie. Tu vois, le frère un peu froussard et puis la fille volontaire. Voilà, j'ai passé un bon moment. Kaamelott, bon, on en a parlé avant, voilà, que je conseille. Et Old, on en a parlé avant, voilà, qui a été assez bâché, mais que j'ai bien apprécié pour ce que ça vendait comme concept. Ça m'a rappelé un peu un épisode de Black Mirror. Pour l'idée. C'est vrai. Et puis moi je rajouterais juste, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est le Bloody Milkshake qui est sorti. Alors, nous, notre cinéma il est sorti très très peu. J'ai été obligé de faire un VPN pour aller sur Netflix US pour le voir, parce qu'il est resté genre une semaine au cinéma. Donc, Bloody Milkshake, c'est en gros, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est un John Wick féminin. Coloré, fun. Voilà, c'est ça. Et donc on va avoir un personnage joué par Karen Gillan, donc qui s'est fait connaître dans Doctor Who et dans la série et dans Les Gardiens de la Galaxie, puisqu'elle joue Nebula, la sœur de Gamora, donc la sœur la bleue dans les deux. Et du coup là en fait elle a été abandonnée par sa mère très tôt parce que sa mère avait tué la mauvaise personne et elle a dû partir en cavale parce que c'est une tueuse. Et elle, comme sa mère, va devenir une tueuse et il va y avoir tout ce côté un peu mythologie des tueurs, etc. Elle va faire une mission, tuer un mec, regretter d'avoir tué ce mec-là et du coup aller un petit peu à l'encontre de ses patrons. Voilà, globalement. Et c'est plutôt intéressant, c'est assez punchy. C'est pas non plus un grand film, mais ça se regarde bien, c'est assez agréable. Et le problème, c'est que ça souffre de la comparaison avec John Wick. Bien sûr. Ouais. Comme beaucoup de films intéressants aujourd'hui, malheureusement. Qu'on ne citera pas, mais qu'on a aussi beaucoup aimé. Alors, en numéro 1, on a mis Benedetta de Paul Verhoeven, donc qui était autant connu pour des gros films de science-fiction genre Robocop, Starship Trooper, et là, ces derniers temps, il a fait un truc comme Black Book, donc qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, et plus récemment de Elle. Donc là, on s'était dit, ah oui, donc là, il commence à faire du cinéma français. Et là, dans celui-là, on a Virginie Efira, qui était connue récemment pour Adieu les cons, notamment quelques bons rôles ces dernières années. Charlotte Rampling, très grande actrice qui a fait des rôles formidables. Elle a joué récemment dans 45 ans, j'ai beaucoup aimé. Alors là, l'histoire. Ça va parler donc de Benedetta, donc qui est une jeune fille issue d'une famille aisée qui va être donc mise dans un couvent
Comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque, voilà, donc couvent de bonne sœur. Et elle va grandir et un jour il va y avoir une autre jeune fille qui va supplier d'entrer dans ce couvent qui s'appelle Bartolena. Et du coup, à ce moment-là, en fait, Benedetta est avec ses parents, elle va demander à ses parents de payer la dot de cette demoiselle. Elle va être un peu réticent, mais il va accepter. Et entre Benedetta et Bartolomea, il va y avoir une petite romance, on va dire, qui naît entre ces deux demoiselles, alors que elles sont, Benedetta a toujours été très pieuse. Au Moyen-Âge, c'était moyen accepté. Et voilà, au Moyen-Âge, c'est assez moyen accepté. Déjà, les relations amoureuses entre bonnes sœurs, entre une bonne sœur et quelqu'un, c'était pas trop accepté, mais entre deux bonnes sœurs, ça commence vraiment à être pas ouf. Et du coup, il va y avoir plein de trucs, il va y avoir aussi un truc un peu, on va dire, politique, religieux, en fait, dans l'histoire. Des trahisons, des gens qui se rendent compte, qui vont balancer ou pas. Et du coup, il y a un genre de triple histoire voilà. Dans l'histoire. Donc on a ce côté lesbien, on a aussi le côté de la peste, parce qu'on tombe sur une période où la peste noire commence à toucher tout le monde, et on a un peu cette cité où Bartholomé a son couvent, et là on voit un peu les villes autour qui sont touchées par la peste, et ça commence un peu à gangréner jusqu'à là, et ils essaient de se protéger en disant non, on va prier et tout, ça va aller. Donc il y a un peu ce côté oppression qui peut arriver. On a Benedetta qui fait des rêves ou a des visions de miracles où elle voit Jésus en costume avec une épée qui peut tuer des serpents. On se dit waouh, tu fais quoi Paul Verhoeven là, tu fais quoi? Et je me suis dit bon allez, c'est kitsch, c'est grotesque, c'est grandiloquent, mais ça le fait. Allez voilà, tu peux faire ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tout le long du film on se dit est-ce qu'elle a vraiment des visions? Est-ce qu'elle fait vraiment des miracles? Est-ce que ces marques qu'elle a sur sa tête ou sur ses mains, elle se les est faites? Ou c'est ses visions qui lui ont donné ça? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une espèce de film d'enquête tout le long du film, et on a surtout cette ascension donc de Virginie Efira qui va prendre le pouvoir un peu dans ce couvent. Et c'est ça ce que j'ai aimé, c'est ce côté féministe, c'est pas que la relation homosexuelle, c'est aussi elle qui commence à prendre le pouvoir, à être écoutée, et on va avoir ces bonnes sœurs qui vont remettre en question ce qu'elle dit, dont le personnage de Charlotte Rampling qui va aller, je crois, à Florence pour chercher le nonce. C'est un personnage qui est joué par Lambert Wilson, qui est formidablement joué d'ailleurs, qui va amener des pics, certaines phrases extrêmement drôles, quand c'est pris un petit peu avec une certaine distance, que j'ai beaucoup aimé en disant « Eh, dis donc, dans ce couvent, vous êtes vachement ouverts !» Il y a des scènes qui sont visuellement magnifiques avec cette comète qui passe. Donc on va voir le ciel qui va être tout rouge. D'ailleurs c'est intéressant parce que le ciel est rouge au-dessus du couvent, mais quand il se déplace dans une autre ville, il n'y a plus vraiment de comète. Donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Il y a la comète que... c'est assez bizarre. Donc oui, on retrouve le style de Verhoeven dans ce côté parfois un peu gras. Qui met un peu de gore quand il faut. Un peu de blasphème aussi. Un peu de blasphème, voilà, il aime bien, et puis jamais je comprends pas comment mon film peut être blasphématoire. On a par exemple, il est surpris qu'on puisse voir ça comme un blasphème, alors qu'à un moment on a cette figure de vierge qui lui est donnée enfant, qui va être transformée en godemichet. On se dit oui, tu t'étonnes pas après. Mais moi ce que j'ai aimé du coup c'est ces trois histoires j'ai eu certaines critiques qui disaient ça se mélange mal, c'est bizarre, ils auraient dû se centrer sur un seul sujet. Mais moi je me suis dit si, mais ça vrai, le gars il traite très bien ça, je trouve que l'une répond à l'autre, et on a une tension tout le long, on se dit elle va se faire choper, il faut pas, on se demande où est-ce que ça va finir, et on a certaines scènes qui amènent de la malice. Et on a ce personnage de Benedetta, on va avoir vraiment des sourires malicieux. Ça va rappeler certaines scènes de Midsommar, où aussi on a ce perso qui prend en pouvoir et qui prend en assise tout le long. Et j'ai adoré ça. Et nous-mêmes, on adore les films qui parlent de personnages malsains, manipulateurs. Et c'est vrai que... Et là, en fait, les personnages sont très intéressants. Je pense
je pense à Benedetta notamment, mais qui va vraiment manipuler, vraiment tourner les choses à son avantage et qui va être de manière très intelligente et qui va être très très forte et c'est vraiment bien fait. Et puis moi je trouve que les acteurs sont très bons. Oui. Et l'humour en fait, alors ça peut paraître bizarre mais il y a des petites pointes d'humour par-ci par-là que je trouve hyper bien placées, qui m'ont fait... Moi j'étais tout seul, je l'ai vu tout seul un soir, j'ai rigolé à des blagues de Benedetta, je m'attendais pas du tout à ça. Sachant qu'il s'éloigne un petit peu du film d'époque habituel, il va pas utiliser, le phrasé de l'époque. Du coup il va prendre, un dialecte qui nous est propre, des années 2000, pour le mettre à l'époque. Donc au début on se dit, attends, il s'exprimait comme ça réellement à l'époque? On se dit non. Voilà, c'est un contexte, on fait parler nos gens nos personnages comme ça, on prend et on accepte assez rapidement. Mais ouais, donc du coup c'est vraiment un truc qu'on peut vous conseiller. J'ai eu en plus assez tardivement en fait dans le mois, j'ai eu un peu de retard, mais ça méritait quand même d'être vu et... Il finira peut-être dans le top de l'année. Il finira peut-être dans le top de l'année. Même Annette pourrait finir dans le top de l'année. Oui, il y a au moins 2, voire 3 de mois d'août qui pourraient finir dans le top à la fin de l'année. Ouais, le mois de juillet a été vraiment très très fourni. J'espère que le mois d'août sera autant. Ouais, déjà il commence à décaler des films, je sais pas pourquoi, genre FL. Ouais. Donc on verra. On le verra de toute façon. Oui. Donc voilà, c'est tout pour le mois de juillet, les films de juillet, donc très gros mois, on vous l'a dit, et puis on se retrouve en septembre pour les films de août. On verra ce que ça donne en août, il n'y a déjà pas de patrouille. Ah oui. Waouh, formidable. Non mais voilà, on verra ce qui va tomber en août, et puis en attendant, on vous dit à la prochaine, finité. Incantatem.